Chers amis, bonjour. Bienvenue pour ce nouveau numéro des synthèses des actualités en vidéo. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Marc Ichou, responsable du département d'oncologie médicale digestive de l'Institut de cancérologie de Montpellier et du CHU de Montpellier, mais également directeur du CIRIC Montpellier Cancer. Professeur Marc Ichou, bonjour. Bonjour. Au congrès de l'ASCO et de l'ESMO cette année, nous avons assisté à la présentation des résultats de l'étude FIRE3 qui comparait le cetuximab au bevacizumab associé au FOLFIRI chez des patients atteints de cancer colorectal métastatique. Et les résultats de cette étude ont montré qu'il n'y avait pas de différence sur le taux de réponse, pas de différence significative, alors qu'il montrait des différences significatives en termes de survie globale. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences de résultats ? Alors, tout d'abord dire que c'est une étude importante parce qu'effectivement elle pose une bonne question. On a deux bons schémas, FOLFIRI cetuximab, FOLFIRI bevacizumab, chez des patients métastatiques première ligne, KRAS wild type. Donc, ils ont comparé en frontline les deux. Alors, curieusement, une étude qui était designée avec un grand nombre de patients, bien 592 patients inclus, l'objectif principal de l'étude était le taux de réponse, ce qui est un peu inhabituel en phase 3, qui peut se comprendre parce que justement, vous pouvez penser qu'il y aurait, et je pense que c'était designé comme ça, une supériorité de taux de réponse en termes de RECIST avec le cetuximab qu'avec le bevacizumab. C'est ce que les comparaisons indirectes semblaient plutôt montrer. Et alors effectivement, curieusement, on a un résultat qui de prime abord est curieux, puisque on n'a aucune différence en termes de taux de réponse, aucune différence en termes de survie sans progression autour de 10 mois pour les deux, c'est ce qu'on peut s'attendre. Et par contre, dans la première analyse faite, reportée à l'ASCO, sur tous ces KRAS wild type, on a 3,5 mois en gros de différence de médiane de survie qui est significative en faveur du bras KRAS. Alors, l'explication n'est pas évidente. Dans toutes les discussions, il y a trois hypothèses qui se font. Première hypothèse, c'est de dire les taux de réponse sont les mêmes, mais peut-être qu'avec le cetuximab, on a une intensité de réponse supérieure, avec plus de réponses à 80-90% par exemple, et donc la reprogression apparaît plus rapidement parce qu'on part d'une réponse plus importante, mais en même temps, les patients sont quand même bien contrôlés et vont vivre plus longtemps. Là, pour ça, il nous faudrait quand même des données plus précises pour savoir exactement l'intensité de réponse dans les deux bras et ce que ça a donné. À ma connaissance, on n'a pas encore ces résultats. Il y a une deuxième hypothèse un peu biologique qui est de dire peut-être que le fait de commencer par un anti-EGFR permet d'améliorer les résultats des autres traitements par rapport à commencer par un anti-angiogénique. C'est une hypothèse, mais pour le moment, on n'a là non plus aucune explication physiologique possible. Donc, attendons que les chercheurs nous trouvent des explications. Il y a une troisième hypothèse plus clinique, qui est que peut-être, et ça c'est ce qui vient à l'esprit, je dirais un petit peu en premier, lorsque on a une différence entre la PFS et la survie globale, ça ne va pas dans le même sens, on regarde toujours ce qu'il y a eu en deuxième ou troisième ligne. Et on se dit que la survie globale, autant la PFS est expliquée par le traitement de première ligne, autant la survie globale va pouvoir être modifiée par les traitements ultérieurs. Et là, on n'a pas non plus des détails complets, mais quand même ce qu'on constate, c'est que dans la ligne avec le cetuximab, la deuxième ligne pour 50% des patients a été avec du bevacizumab et probablement du FOLFOX, donc un schéma FOLFOX-bevacizumab, qui, dans l'étude de Julien Antonio, a montré une augmentation de survie par rapport au FOLFOX seul. Donc, on a géré une bonne seconde ligne dans ce cas-là. Et dans le bras FOLFIRI bevacizumab, on a du cetuximab en seconde ligne, probablement avec du FOLFOX, dont on n'a jamais eu, notamment en deuxième ligne, de résultats très, très convaincants. Donc, peut-être pas une deuxième ligne optimale, notamment depuis qu'on a les résultats d'études TML, qui montre qu'on a un intérêt, même sur la survie globale, à garder l'anti-angiogénique en deuxième ligne en changeant de chimiothérapie lorsqu'on l'a fait en première ligne. Voilà, donc ce sont les trois hypothèses. Pour le moment, je dirais celle pour laquelle on a une explication la plus rationnelle me semble être
les différences de deuxième, voire de troisième ligne dans les deux bras, les deux autres hypothèses devant être confirmées par des données plus précises. Oui, parce qu'effectivement, dans l'étude FIRE 3, on voit qu'il y a à peu près 10% des patients qui ont bénéficié du schéma TML. Donc c'est peu. Oui, il y a très peu qui ont eu du bevacizumab en continu en seconde ligne. Peut-être que le résultat aurait été meilleur en faveur du bevacizumab par la suite si ce schéma TML avait été appliqué. Mais ça, c'est évidemment à vérifier. Il y a autre chose qui est ressortie de cette étude FIRE 3, c'est la recherche des mutations rares de RAS, puisqu'on a vu que dans une deuxième analyse qui a été présentée à l'ESMO, les investigateurs avaient recherché les mutations KRAS, qu'on connaît bien, mais aussi les mutations NRAS, qui doivent aussi être recherchées maintenant, obligatoirement. Alors ça c'est une donnée très intéressante. D'abord parce que ça vient confirmer ce qu'on avait eu avec l'étude Prime, et que vraiment, il semble que les mutations plus rares de KRAS et les mutations de NRAS, qui vont, disons, rajouter à peu près 8 à 10% maximum, 8 à 10% de patients mutés. Donc on va passer, disons, en gros de 40% de mutés à 50% de mutés. À chaque fois, ça va dans le même sens, c'est que ces patients mutés ont des réponses, des survies, des PFS moins bonnes que les autres. Et ça, c'est confirmé avec l'étude FIRE. Alors après, il faut toujours se méfier un petit peu de ces résultats, je dirais, rétrospectifs, parce que sur les 592 patients de départ, seulement 342, quelque chose comme ça, ont pu avoir l'analyse des RAS complémentaires. Donc il y en a toute une... Donc on ne sait pas quels sont les facteurs pronostiques exactement de tous ces patients qui ont été éliminés de l'analyse. On se retrouve au final avec simplement 65 patients mutés, donc 16% de l'effectif, qui sont mutés supplémentaires. Et la moitié, donc, dans le bracétuximab, la moitié dans le bevacizumab, ce qui fait une trentaine de patients. Ce qui fait peu en termes d'effectifs. Et alors, là aussi, curieusement, on a une amplification du phénomène. C'est-à-dire, curieusement, pour ces super wild type, il n'y a pas d'amélioration de taux de réponse. Pas d'amélioration de la PFS, et il y a une amélioration encore plus nette du taux de survie globale avec plus de 7 mois de différence. Et on atteint 33 mois, je crois, dans le FOLFIRI, ce qui est une superbe survie globale pour ces super wild type. On en revient aux mêmes interrogations que tout à l'heure. Pourquoi on amplifie autant la survie globale sans améliorer le taux de réponse, sans améliorer la PFS, en se méfiant toujours qu'on est sur un petit effectif, qui modifie peu, mais il y a quand même, sur la survie globale, quelque chose qui se passe. Alors, là, on n'a toujours pas plus l'explication. En attendant, on sait qu'il faut tester KRAS et NRAS avant les traitements, avant la mise en route des traitements par anti-EGFR. C'est clair. On sait vraiment que maintenant, pour les traitements anti-EGFR, quand même, on approche de plus en plus de facteurs prédictifs positifs que de facteurs prédictifs négatifs. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on doit éliminer 50% de populations qui n'ont aucune chance d'avoir une efficacité avec le cetuximab, qui même peuvent avoir un effet délétère. Et ça, je le redis, c'est très important. C'est-à-dire que avant d'associer du FOLFOX à du cetuximab, il faut vraiment avoir une super confiance dans sa plateforme de biologie moléculaire pour qu'on ait fait toutes les mutations de RAS. Parce qu'à chaque fois qu'on a une mutation RAS et qu'on fait du FOLFOX et un anti-EGFR, on est délétère par rapport à faire du FOLFOX. Donc ça, il faut faire très attention. Après, la comparaison avec le bevacizumab, je crois que vraiment, il faut attendre les résultats qu'on devrait avoir au prochain ASCO de l'étude CALGB, qui, elle, je crois, je ne sais plus, il y a plus de 2000 patients inclus. Je pense qu'ils vont avoir toutes les analyses de RAS, etc. Et là, on verra si les résultats vont dans le même sens et confirment cette impression. Et à ce moment-là, il faudra trouver donc, les explications, ou si les résultats sont moins concordants. Et donc, je crois que ça fera de nouveaux débats intéressants, passionnés et riches après le prochain ASCO. Donc, au final, aujourd'hui, on teste le statut RAS des patients. Si ils ne sont pas mutés ni sur KRAS ni sur NRAS, on a le choix entre bevacizumab ou cetuximab. Pour l'instant, on ne change pas nos pratiques. Je crois que surtout, ce qu'il faut considérer, c'est une véritable stratégie thérapeutique. Il ne faut pas non plus ne raisonner que je mets tel médicament ou tel médicament en première ligne. Il faut avoir une véritable stratégie thérapeutique
On sait qu'il y a des patients qu'on peut réséquer de métastases hépatiques, ce n'est pas forcément la même stratégie que pour les autres. Il y a des patients âgés, etc. Donc il y a des stratégies différentes à chaque patient. RAS intervient de façon très prépondérante dans cette stratégie maintenant. Et on a des options thérapeutiques tout à fait bonnes, tout à fait valables. Mais encore une fois, il faut une stratégie. C'est-à-dire qu'il faut savoir que si on fait une première ligne avec un anti-EGFR, savoir quelle deuxième ligne on va faire, etc. Et inversement. Donc je crois qu'il faut surtout prévoir une bonne stratégie. Et c'est ça qui est le plus important. Marc Ichou, merci. Chers amis, nous vous donnons rendez-vous donc pour le compte-rendu de l'ASCO 2014, avec notamment les résultats de cette étude CALGB, qui pourra peut-être nous donner enfin les réponses que nous attendons. À bientôt.